Ainsi se dessinait comme on pointillait le grand réseau du savoir empirique, celui des ordres non quantitatifs, et peut-être l'unité reculée mais insistante d'une taxonomie universalis apparaît-elle en toute clarté chez Linné, quand il projette de retrouver en tous les domaines concrets de la nature ou de la société les mêmes distributions et le même ordre. La limite du savoir, ce serait la transparence parfaite des représentations aux signes qui les ordonnent. Chapter 4, Parler, partie 1, critique et commentaire. L'existence du langage à l'âge classique est à la fois souveraine et discrète. Souveraine puisque les mots ont reçu la tâche et le pouvoir de représenter la pensée. Mais représenter ne veut pas dire ici traduire, donner une version visible, fabriquer une double matériel qui puisse, sur le versant externe du corps, reproduire la pensée en son exactitude. Représenter et à entendre au sens strict. Le langage représente la pensée, comme la pensée se représente elle-même. Il n'y a pas, pour constituer le langage ou pour l'animer de l'intérieur, un acte essentiel et primitif de signification, mais seulement au cours de la représentation, ce pouvoir qu'elle détient de se représenter elle-même, c'est-à-dire de s'analyser en se juxtaposant partie par partie, sous le regard de la réflexion, et de se déléguer elle-même dans un substitut qui la prolonge. À l'âge classique, rien n'est donné qui ne soit donné à la représentation. Mais par le fait même, nul signe ne surgit, nulle parole ne s'énonce, aucun mot ou aucune proposition ne vise jamais aucun contenu si ce n'est pas le jeu d'une représentation qui se met à distance de soi, se dédouble et se réfléchit en une autre représentation
qui lui est équivalente. Les représentations ne s'enracinant pas dans un monde auquel elles imprimerions leur sens. Elles s'ouvrent d'elles-mêmes sur un espace qui leur est propre et dont la nervure interne donne lieu au sens. Et le langage est là, en cet écart que la représentation établie à soi-même. Les mots ne formant donc pas la mince pellicule qui double la pensée du côté de la façade. Il la rappelant, il l'indiquant, mais d'abord vers l'intérieur. Parmi toutes ces représentations qui en représentent d'autres, le langage classique est beaucoup plus proche qu'on ne croit de la pensée qu'il est chargé de manifester. Mais il ne lui est pas parallèle. Il est pris dans son réseau et tissé dans la trame même qu'elle déroule. Non pas effet extérieur de la pensée, mais pensée elle-même. Et, par là, il se fait invisible ou presque. Il est en tout cas devenu si transparent à la représentation que son être cesse de faire problème. La Renaissance s'arrêtait devant la fait brute qu'il y avait du langage. Dans l'épaisseur du monde, un graphisme mêlé aux choses ou courantes au-dessus d'elles. Des sigles déposés sur les manuscrits ou sur les feuillets des livres. Et toutes ces marques insistantes appelant un langage second, celui du commentaire, de l'exégèse, de l'érudition, pour faire parler et rendre enfin mobile le langage qui sommeillait en elle. L'être du langage précédé, comme d'un entendement muet, ce qu'on pouvait lire en lui et les paroles dont on le faisait résonner. À partir du XVIIe siècle, c'est cette existence massive et intrigante du langage qui se trouve est l'idée. Elle n'apparaît plus scellée dans l'énigme de la marque. Elle n'apparaît
pas encore déployé dans la théorie de la signification. À la limite, on pourrait dire que le langage classique n'existe pas, mais qu'il fonctionne. Toute son existence prend place dans son rôle représentatif. Si limite avec exactitude et finit par s'y épuiser, le langage n'a plus d'autre lieu que la représentation, ni d'autre valeur qu'en elle. On se crut qu'elle a pouvoir d'aménager. Par là, le langage classique découvre un certain rapport à lui-même qui, jusqu'alors, n'avait été ni possible ni même concevable. À l'égard de ce soir, le langage du XVIe siècle était dans une posture de perpétuel commentaire. Or, celui-ci ne peut s'exercer que s'il y a du langage qui préexiste silencieusement au discours par lesquels on essaye de la faire parler. Pour commenter, il faut le préalable absolu du texte. Et inversement, si le monde est un entrelac de marques et de mots, comment on parle sinon sous la forme du commentaire? À partir de l'âge classique, le langage se déploie à l'intérieur de la représentation et dans ce dédoublement d'elle-même qui la creuse. Désormais, le texte premier s'efface et avec lui, tout le fond inépuisable des mots dont l'être muette était inscrit dans les choses. Seule demeure la représentation se déroulant dans les signes verbaux qui la manifestant et devinant par la discours. À l'énigme d'une parole qu'une second language doit interpréter, c'est substituer la discursivité essentielle de la représentation. Possibilité ouverte, encore neutre et indifférente, mais que le discours aura pour tâche d'accomplir et de fixer. Or, quand ce discours devient à son tour objet de langage, on ne l'interroge pas comme s'il disait quelque chose sans le dire, comme s'il était un langage retenu sur lui-même et une parole close. On ne cherche plus à faire lever le grand propos énigmatique qui est caché sous ces signes.
on lui demande comment il fonctionne, quelle représentation il dessine, quels éléments il découpe et prélève, comment il analyse et compose, quel jeu de substitution lui permet d'assurer son rôle de représentation. Le commentaire a fait place à la critique. Ce rapport nouveau que le langage instaure à l'égard de lui-même n'est ni simple ni unilatéral. Apparemment, la critique s'oppose au commentaire comme l'analyse d'une forme visible, à la découverte d'un contenu caché. Mais puisque cette forme est celle d'une représentation, la critique ne peut analyser le langage qu'en termes de vérité, d'exactitude, de propriété ou de valeur expressive. De là, le rôle mixte de la critique et l'ambiguïté dont jamais elle n'a pu se défaire. Elle interroge le langage comme s'il était pure fonction. Ensemble du mécanisme, grand jeu autonome des signes, mais elle ne peut manquer en même temps de lui poser la question de sa vérité ou de son mensonge, de sa transparence ou de son opacité. Donc, du mode de présence de ce qu'il dit dans les mots par lesquels il le représente. C'est à partir de cette double nécessité fondamentale, quelle opposition du fond et de la forme s'est peu à peu faite jour et a occupé finalement la place que l'on sait. Mais cette opposition, sans doute, ne s'est consolidée que tardivement, lorsqu'au XIXe siècle, le rapport critique s'est à son tour fragilisé. À l'époque classique, la critique s'exerce sans dissociation et comme d'un bloc sur le rôle représentatif du langage. Elle prend alors 4 formes distinctes, quoique solidaires et articulées l'une sur l'autre. Elle se déploie d'abord dans l'ordre réflexif, comme une critique des mots, impossibilité de bâtir une science ou une philosophie avec le vocabulaire requis. Dénonciation des termes généraux qui confondant ce qui est distinct dans la représentation et des termes abstraits qui séparent ce qui doit rester solidaire. Nécessité
de constituer le trésor d'une langue parfaitement analytique. Elle se manifeste aussi dans l'ordre grammatical comme une analyse des valeurs représentatives de la syntaxe, de l'ordre des mots, de la construction des phrases. Est-ce qu'une langue est plus perfectionnée lorsqu'elle a des déclinaisons ou un système de prépositions? Est-il préférable que l'ordre des mots soit libre ou rigoureusement déterminé? Quel est le régime des temps qui exprime le mieux les rapports de succession? La critique se donne aussi son espace dans l'examen des formes de la rhétorique, analyse des figures, c'est-à-dire des types de discours avec la valeur expressive de chacune, analyse des traits, c'est-à-dire des différents rapports que les mots pouvant entretenir avec un même contenu représentatif, désignation par la partie ou le tout, l'essentiel ou l'accessoire, l'événement ou la circonstance, la chose elle-même ou ses analogues. Enfin, la critique en face du langage existant et déjà écrit se donne pour tâche de définir le rapport qu'il entretient avec qu'il représente. C'est de cette manière que l'exégèse des textes religieux s'est chargée à partir du XVIIe siècle de méthodes critiques. Il ne s'agissait plus, en effet, de redire ce qui avait été déjà dit en eux, mais de définir à travers quelle figure et image, en suivant quel ordre, à quelle fin expressive et pour dire quelle vérité. Tel discours avait été tenu par Dieu ou par les prophètes sous la forme qui nous a été transmise. Telle est dans sa diversité la dimension critique qui instaure nécessairement lorsque le langage s'interroge lui-même à partir de sa fonction. Depuis l'âge classique, commentaires et critiques se posant profondément, parlant du langage en termes de représentation et de vérité,
la critique, le juge et le profane. Maintenant, le langage dans l'éruption de son être et le questionnant en direction de son secret. Le commentaire s'arrête devant l'escarpement du texte préalable. Et il se donne la tâche impossible, toujours renouvelée, d'en répéter en soi la naissance. Il le sacralise. Ces deux faits comportent le langage de fonder un rapport à lui-même vont être désormais dans une rivalité dont nous ne sommes point sortis et qui peut-être se renforce de jour en jour. C'est que la littérature, objet privilégié de la critique, n'a cessé depuis Mallarmé de se reprocher de ce que le langage est en son être même, et par là elle sollicite un langage second qui ne soit plus en forme de critique mais de commentaire. Et en effet, tous les langages critiques depuis le XIXe siècle se sont chargés d'exégèse, un peu comme les exégèses à l'époque classique s'étaient chargés de méthodes critiques. Cependant, tant que l'appartenance du langage à la représentation ne sera pas dénouée dans notre culture ou du moins contournée, tous les langages seconds seront pris dans l'alternative de la critique ou du commentaire. Est-il proliférant à l'infini dans leur indécision. Est-il proliférant à l'infini dans leur indécision? Partie 2. La grammaire générale. L'existence du langage, une fois et l'idée seule subsiste. Son fonctionnement dans la représentation, sa nature et ses vertus de discours. Celui-ci n'est rien de plus que la représentation elle-même représentée par des signes verbaux. Mais quelle est donc la particularité de ces signes? Et cet étrange pouvoir qui leur permet, mieux que tous les autres, de noter la représentation, de l'analyser et de la recomposer. Parmi tous les systèmes de signes, quel est le propre du langage?
au premier examen. Il est possible de définir les mots par leur arbitraire ou leur caractère collectif. En sa racine première, le langage est fait, comme dit Hobbes, d'un système de notes que les individus ont choisi d'abord pour eux-mêmes par ces marques. Ils peuvent rappeler les représentations, les lier, les dissocier et opérer sur elles. Ce sont ces notes qu'une convention ou une violence ont imposées à la collectivité. Mais de toute façon, le sens des mots n'appartient qu'à la représentation de chacune. Et il a beau être accepté partout. Il n'a d'autre existence que dans la pensée des individus pris un à un. C'est des idées de celui qui parle, dit Locke, que les mots sont les signes et personne ne peut les appliquer immédiatement comme signes à autre chose qu'aux idées qu'il a lui-même dans l'esprit. Ce qui distingue le langage de tous les autres signes et lui permet de jouer dans la représentation un rôle décisif. Ce n'est donc pas tellement qu'il soit individuel ou collectif, naturel ou arbitraire, mais qu'il analyse la représentation selon un ordre nécessairement successif. Les sons, en effet, ne pouvant être articulés qu'un à un. Le langage ne peut pas représenter la pensée. D'emblée en sa totalité, il faut qu'il la dispose partie par partie selon un ordre linéaire. Or, celui-ci est étranger à la représentation. Certes, les pensées se succédant dans le temps, mais chacune forme une unité. Soit qu'on admette avec Condillac que tous les éléments d'une représentation sont donnés en un instant et que sur la réflexion, pour la dérouler une à une, soit qu'on admette avec Destutt de Tracy qu'ils se succèdent avec une rapidité si grande qu'il n'est pratiquement pas possible d'en observer ni d'en retenir l'ordre. Ce sont ces représentations, ainsi resserrées sur elles-mêmes, qu'il faut dérouler dans les propositions. Pour mon regard, l'éclat et l'intérieur à la rose,
Dans mon discours, je ne peux éviter qu'il la précède ou la suive. Si l'esprit avait pouvoir de prononcer les idées, comme il les aperçoit, il ne fait aucun doute qu'il les prononcerait toutes à la fois. Mais c'est cela justement qui n'est pas possible. Car si la pensée est une opération simple, son énonciation est une opération successive. Là réside le propre du langage, ce qui le distingue à la fois de la représentation, dont il n'est pourtant à son tour que la représentation, et des signes auxquels il appartient sans autre privilège singulier. Il ne s'oppose pas à la pensée comme l'extérieur à l'intérieur ou l'expression à la réflexion. Il ne s'oppose pas aux autres signes, gestes, pantomimes, versions, peinture, emblème, comme l'arbitraire ou le collectif au naturel et au singulier. Mais à tout cela comme le successif au contemporain. Il est à la pensée et au signe ce que l'algèbre à la géométrie. Il substitue à la comparaison simultanée des parties ou des grandeurs, un ordre dont on doit parcourir les degrés les uns après les autres. C'est en ce sens strict que le langage et analyse de la pensée, non pas simple découpage, mais instauration profonde de l'ordre dans l'espace.